Les marchés ont-ils raison de voir la vie en rose, que ce soit aux États-Unis ou en Europe? Les indices volent de record en record. On va regarder si le ciel est si limpide que cela pour les marchés ou s'il y a quelques nuages qui pourraient venir assombrir la fin de l'année. Et pour cela, nous sommes avec vous, Christian Parizeau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef économiste chez Aurel BGC. Premier élément nouveau peut-être sur les marchés, c'est le pétrole. Ce matin, il a touché son plus haut niveau depuis 3 ans avec un baril de Brent qui a dépassé le niveau des $60. Le Brent, c'est le pétrole lourd de la mer du Nord. Est-ce que ça n'est que le début ou finalement est-ce que ça n'est qu'une réaction logique aux mesures prises par les pays producteurs pour essayer de juguler la baisse des cours du brut qui avait lieu depuis maintenant plus de 2 ans? Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'en partie, alors je ne vais pas vous dire au dollar près, mais en partie, c'est quand même un changement d'opinion qu'on peut avoir sur la croissance mondiale. C'est-à-dire qu'il y a encore, il y a 1 an, on aurait dit le pétrole, il peut monter que si on réduit l'offre. Et donc, on regardait de très près ce que faisait l'OPEP, facteurs de réduction d'accords, etc. Bon, ça reste toujours vrai, parce qu'on a des capacités disponibles qui peuvent être très rapidement mises en route. Donc, ça pourrait faire baisser le cours du pétrole. Mais on se dit quand même, un pétrole qui revient sur des plus bas historiques, c'est quand même difficile aujourd'hui parce qu'on a une croissance qui est là. On est en train de réviser à la hausse la demande mondiale. On a une reprise qui est surtout très homogène. C'est-à-dire que de plus en plus, les pays sont en croissance. Donc, tout le monde va dans le même sens. Donc, ça veut dire que ça veut dire une demande mondiale de pétrole qui est là. Et le vrai rebond du pétrole, ce qui vraiment assoit un rebond durable du pétrole, c'est quand même une demande qui est en hausse. C'est pour ça que finalement, les investisseurs ils prennent ça plutôt du bon côté et ils se disent que, comme vous, c'est un retour de la croissance et pas simplement une spéculation ou de la cuisine interne à l'OPEP. Est-ce que, d'un autre côté, ça peut être quelque chose qui va faire se désengager les investisseurs des marchés actions qui sont déjà extrêmement hauts pour aller justement sur des marchés comme le pétrole où on repart de plus bas et où on recommence à monter? Alors c'est tout le problème des matières premières, C'est-à-dire que d'un côté ça peut traduire une croissance très forte. S'il y a surréaction des cours des matières premières, ça va freiner la croissance parce que derrière c'est quand même des hausses de coûts de production. Derrière, c'est tout le débat sur l'inflation. Donc derrière, ça veut dire quand même des coûts de production en hausse pour les entreprises. Est-ce qu'on le répercute sur le client ou pas? En tout cas, très clairement, c'est un signal positif de croissance plus forte. Si derrière, on rejoue la matière première comme une classe d'actifs, comme une autre de diversification, de protection contre l'inflation, là, on pourrait avoir des schémas, comme on a eu par le passé, plutôt négatifs sur la croissance parce qu'à terme, ça peut freiner la croissance économique. Alors justement, vous parlez de croissance économique. On est dans un schéma qui est un petit peu inédit. C'est-à-dire que jusque-là, quand il y avait de la croissance, il y avait le retour de l'inflation. C'était le schéma que l'on connaissait. Donc retour de l'inflation, hausse des taux d'intérêt de la part des principales banques centrales. Et puis là, on s'aperçoit qu'on a un retour de la croissance mondiale, retour qui est avec peu d'emplois et surtout sans inflation. Est-ce que c'est pas ça un peu le miroir aux alouettes? Est-ce qu'à un moment ou à un autre, l'inflation ne va pas revenir et ça, les marchés ne s'y attendent pas? C'est un peu toute la problématique, je dirais, parce que maintenant, la partie croissance, je pense qu'on peut la mettre de côté. C'est bon, c'est acquis, elle est là. Alors, on peut toujours s'amuser à se faire peur avec des risques incroyables, mais globalement, elle est solide. C'est ce que tout le monde dit et je pense que assez justement, on ne voit pas un retournement de la conjoncture mondiale. Alors, qu'est-ce qui va faire flancher? Le problème, c'est on sort d'une année 2017 merveilleuse. C'est-à-dire que c'est bien pour les actions, c'est bien pour les taux. Pourquoi? Parce qu'on a une reprise économique qui était bien pour les profits des entreprises, pour la croissance, globalement, c'était bien. Et on a pas d'inflation, donc on s'est dit, les taux, ils restent bas. Et en plus, on a des discours de banquiers centraux qui sont ultra accommodants, où on se dit, ils vont quand même pas tout casser en remontant brutalement les taux. Donc ça, c'est plutôt le côté positif. Alors le côté négatif, c'est que des taux bas associés à finalement pas de volatilité, a incité beaucoup d'agents économiques à prendre beaucoup de leviers, des investisseurs à prendre beaucoup de leviers sur les marchés. Donc ça, c'est un petit élément de fragilité. Donc ça, on peut se dire quand même, c'est quand même bizarre. Quand on dit beaucoup de leviers, ça veut dire qu'ils ont emprunté beaucoup d'argent pour investir. Ils n'avaient pas de rendement. Donc finalement, on cherche du rendement à tout prix et puis ça coûte pas cher de financer, d'emprunter. Donc ça, c'est un premier élément. Les agents économiques sont très endettés. Donc on se dit, si brutalement les taux longs remontaient très vite, ça pourrait freiner très vite la croissance. Donc on sent qu'il y a quand même des petits éléments de fragilité. Donc la clé dans tout ça, c'est est-ce que l'inflation revient? Ou est-ce qu'on reste véritablement sur une inflation faible? Alors si l'inflation revient, c'est le marché obligataire qui a tort. Et là, il ne faudrait pas une surréaction des marchés obligataires. Et puis on voit que les banquiers centraux seraient bien obligés d'intervenir à ce moment-là parce qu'il faudrait combattre un peu parce que ça reste, mine de rien, leur premier mandat, c'est quand même de lutter contre l'inflation. Donc là, Mme Yellen,
et M. Powell dans l'avenir, son successeur, aurait motif de remonter les taux directeurs. Donc ça peut faire réagir quand même assez fortement les marchés obligataires. Donc on peut se dire derrière, c'est quand même un vrai élément d'inquiétude, surtout face à des agents très endettés. Ou alors, deuxième hypothèse, il n'y a pas de retour d'inflation. Alors on se dit, on vient de parler du pétrole, on se dit il y a des coûts de production qui sont en hausse. Alors certes, les salaires n'accélèrent pas. On va dire que les salaires restent assez modérés. Mais il y a quand même la hausse du pétrole, la hausse des matières premières, c'est des coûts de production qui augmentent. Donc quelqu'un va bien payer ces pressions inflationnistes. Et donc quelque part, est-ce que c'est pas votre distributeur? Est-ce que c'est pas le fabricant de vos pads, la personne qui est en face du consommateur qui n'arrive pas à relever ses prix? Donc et là, ça se voit dans la structure des coûts de production. En fait, aujourd'hui, les entreprises, elles sont au taquet. Elles ont réussi à regagner de l'argent, à reconstituer leur marge parce qu'il y a des taux bas et parce qu'il y a à nouveau de la croissance. Mais si jamais il y a à nouveau de l'inflation, elles auront deux solutions. Ou augmenter les prix. Voilà, ou augmenter les prix, soit ça seront les marges qui seront sous pression. Voilà. Et donc là, on est en train de se dire, en amont, très en amont du cycle de production, on voit les matières premières qui montent, les prix de l'acier, mais est-ce que derrière, votre constructeur automobile va monter les prix de sa voiture? C'est ça le vrai problème. Si j'ai plus 40% sur les minerais, plus 20% sur les prix de l'acier, est-ce que j'ai X%, 3-4% de hausse des prix de la voiture? Et c'est là où on a un vrai problème de transmission. Donc après, derrière, c'est qui a raison. S'il n'y a pas d'inflation, on va dire le marché obligataire a totalement raison, on va rester dans les niveaux de taux bas et on va voir les banques centrales qui vont dire bon, moi je laisse mes taux bas parce qu'il n'y a pas de retour d'inflation, on est sur une inflation structurellement faible, ou alors c'est que conjoncturel et finalement on va répercuter ça aux clients et on va remonter les prix. Alors moi j'aurais tendance à dire attention, il y a un élément qui ne trompe pas, c'est que les entreprises sont très prudentes dans la hausse des salaires et je pense qu'un élément qui joue beaucoup sur le fait que les entreprises ne veulent pas remonter les salaires, c'est pas parce qu'elles ne le veulent pas, c'est qu'ils pensent que derrière ils ne pourront pas remonter les prix de vente. Moi je suis chef d'entreprise, je peux dire à mes salariés, je vous donne 10%, si derrière je le répercute à mon client et que je n'ai pas de problème dans mes ventes en volume. Si j'ai mon sentiment que je n'y arrive pas, derrière, c'est tous les discours qu'on a aujourd'hui encore des Kraft-Food, de l'ensemble des secteurs de l'agro, où ils parlent de restructuration, de réduction des coûts, parce que derrière, ils n'arrivent pas à répercuter ces hausses de coûts sur leur prix de vente. Oui, parce que de l'autre côté, on a eu la saison des publications trimestrielles, celle du troisième trimestre, aux États-Unis et en Europe, et là aussi, ça confirme finalement des résultats extrêmement robustes, des croissances qui sont solides, de bonnes perspectives, mais toujours avec cette espèce d'élément d'incertitude qui est là. Qui est là, et puis on voit surtout qu'il y a des écarts. Regardez dans tous les résultats qu'on a eus, toutes les entreprises qui sont assez proches du consommateur, ce n'était pas exceptionnel leurs résultats. Les entreprises qui s'en sortent très bien, bon, je vais mettre de côté les valeurs technologiques des Google, des Facebook, ça c'est pas de l'économie, c'est vraiment du segment de marché, on va dire. Non mais c'est une histoire autre que l'économie pure. Mais derrière, ça va être par exemple qu'on fait des très bons résultats sur Caterpillar. Mais Caterpillar, ils vendent au niveau international et c'est des engins de chantier, c'est de l'industrie. Donc c'est très en amont, ils ne sont pas face aux clients qui vendent les maisons. Par contre, le promoteur immobilier commence à avoir des souplements parce que le consommateur n'arrive pas à payer. Aujourd'hui, on a les taux qui sont plus bas et puis derrière, monter les prix de vente des maisons, c'est compliqué. Donc, on s'aperçoit que quand on est en face au consommateur, on a beaucoup de mal. Donc, on retrouve on retrouve un peu cette problématique, ce que nous on appelle le pricing power, la capacité à monter les prix. On le retrouve très clairement dans ces publications. Donc, on est complètement dans un changement de paradigme. Il y a 5 ans, on avait peur que la faille vienne d'en haut, j'allais dire, des risques des dettes, des risques des pays, des risques des banques centrales, des risques de faillite systémique. Et aujourd'hui, la faille, elle vient d'en bas, c'est-à-dire la capacité des entreprises à garder justement ce fameux pricing power, ce que Apple fait merveilleusement bien, mais que tout le monde n'a pas la capacité de faire. Voilà, que tout le monde n'a pas. C'est vrai qu'il y a qu'Apple qui a de l'argent sur les smartphones, a priori. Donc c'est vrai qu'il y a surtout un élément qui commence à apparaître, c'est qu'il faut plus raisonner 2018 comme 2017. C'est-à-dire que 2017, c'était l'année de la reprise de la croissance, donc tout le monde en profite. Mais là, on va être quand même dans les prochains mois, à vouloir sélectionner les vraies valeurs qui vont en profiter. Et là, je pense qu'il y aura des vraies questions, des vraies interrogations. Et puis derrière, naturellement, c'est tout le débat sur le niveau des taux d'intérêt qui est derrière ça. Parce que si véritablement on est sur une fin de cycle, parce qu'on va dire qu'à un moment donné, s'il y a pression sur les marges, je ne me fais pas d'illusions, il y aura restructuration et on sera sur une fin de cycle. Alors peut-être plus du côté des États-Unis que de l'Europe, ça se verra plus parce qu'ils sont plus avancés dans leur cycle. Mais globalement, on aura une fin de cycle, mais qui ne sera peut-être pas inflationniste. Et ça serait complètement nouveau pour les banques centrales parce que habituellement, c'est elles qui sifflent la fin du jeu, c'est elles qui créent entre guillemets la récession, pas volontairement, mais en réaction parce qu'il y a pression sur les coûts, inflation, je monte mes taux d'intérêt et je ralentis l'économie. Et là, on pourrait avoir ce schéma qui est un peu cassé. Autre risque qui est peut-être là aussi assez nouveau, enfin ça fait 1 an qu'il est là, c'est Donald Trump. Donald Trump qui, alors on parlait des Paradise Papers dans l'émission et on voit qu'il y a plusieurs proches à lui qui sont impliqués. On voit que finalement il gouverne par tweet, on voit qu'il dit bah finalement la diplomatie, je peux m'en occuper tout seul. Est-ce que là aussi c'est
pour vous, l'un des nouveaux risques et l'un des risques qui peuvent peser sur les marchés dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui viennent. Bah oui, parce que j'ai l'impression que l'administration Trump, elle applique ce qu'il a promis pendant sa campagne. Alors, il n'est pas content parce que son administration ne l'applique pas aussi vite et comme il le souhaite, mais c'est quand même quelqu'un qui est fort. Hein. On a l'impression que son administration va le manipuler, qu'il va être bloqué par le Sénat. Mais on voit que déjà sur l'Obamacare, il a mis des grosses pressions en jouant que sur la partie décret parce qu'il n'arrive pas à changer la loi, ça d'accord, mais il essaie de tuer quand même dans l'esprit par l'application de décrets. On voit que sur la partie quand même internationale, c'est quand même un vrai risque face à la Corée du Nord, mais pas seulement. Hein. On peut voir par rapport aux pays d'Amérique latine, par rapport à la pression qu'il met à la Chine aussi au niveau commercial. On voit que c'est quand même une administration très protectionniste, que ça peut avoir des conséquences très importantes pour un secteur comme l'automobile, hein, avec ce qui se passe actuellement dans les négociations avec les échanges avec le Mexique. Donc on voit qu'il y a quand même un pouvoir de déstabilisation qui peut être très important de sa politique. Et là, je pense qu'on n'est qu'au début, parce que là, on va approcher du mi-terme, hein, des élections l'année prochaine de ce mi-mandat, et il va vouloir montrer qu'il a fait ce qu'il a promis. Et donc, on va avoir une accentuation, à mon avis, de son discours. Et surtout, je pense qu'on va vraiment, il ne faut pas l'oublier, il est protectionniste. Ce n'est pas forcément bon pour les marchés. Après, on pense ce que l'on veut sur le fond, mais ce n'est pas forcément quelque chose de positif pour les résultats des entreprises. Et à un moment donné aussi, il a une mesure, il veut mettre en place des mesures qui sont plutôt inflationniste, avec du déficit budgétaire. Et ça, c'est pas très bon pour la stabilité des marchés obligataires. Il y a quand même un truc, Christian Parizeau, c'est que là, tout ce qu'on raconte, nous, on le sait, donc les grands Manitou des marchés le savent aussi. On a l'impression qu'aujourd'hui, ils s'en moquent totalement et qu'ils continuent à acheter quoi qu'il arrive et quoi qu'il se passe. Est-ce que ils ont décidé de chausser les lunettes roses et combien de temps ça peut durer? Alors, je pense qu'il y a une pression très forte de liquidité. Il y a eu tellement de liquidités injectées par les banques centrales que beaucoup de gérants ont beaucoup de liquidités, sont sous-investis, donc ils suivent un peu le marché, un peu contraints et forcés, mais il y a énormément de liquidités à investir. Ça reste vrai. Et puis, il y a toujours ce sentiment qu'il y a quand même les banques centrales qui sont un lieu de stabilité. Mais attention, les choses changent. Regardez rien que sur la Banque centrale américaine, on a énormément de turnover au sein des membres qui vont diriger. Il n'y a pas que Jay Powell. Il y a beaucoup de changements. Il y a eu des démissions. On voit qu'il y a toute la partie équipe de Yellen qui est en train de plus ou moins de partir à la retraite un peu de manière devancée. Donc on voit qu'il y a des changements qui vont arriver et ça peut générer beaucoup de volatilité. Alors c'est vrai qu'on est tous étonnés par la faiblesse de la volatilité, mais attention, parce que c'est pas parce qu'on ne perçoit pas de risque que d'un seul coup un risque ne peut pas revenir. C'est juste que pour l'instant le marché n'y croit pas, mais ça peut se retourner très très vite. Il nous reste 45 secondes. Est-ce qu'il y a un secteur qui est passé à côté de la hausse et sur lequel il faut se précipiter aujourd'hui? Je dirais qu'aujourd'hui, c'est plutôt prudence. Moi, dans l'idée, c'est surtout qu'on voit qu'aujourd'hui, je ne dirais pas qu'il y a une bulle, mais on sent que les valorisations sont très tirées. Donc, si vous n'êtes pas rentré sur le marché, c'est vraiment pas le moment aujourd'hui. En sortir, c'est peut-être un peu tôt, mais on voit qu'il y a quand même une fragilité qui est derrière. Donc, il faut attendre que ça baisse. Je pense. Si ça baisse pour l'instant, oui. On l'espère. Merci beaucoup Christian Parizeau, chef économiste d'Orel BGC, d'être venu aujourd'hui sur ce plateau. On verra bien s'il y aura des records pour Noël. On en reparlera dans Ecorama.